Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de lectures qui m'ont marqué en 2022 mais qui n'ont pas réussi à faire leur petit bonhomme de chemin jusqu'à la vidéo du top 7 de 2022. Donc j'avais quand même envie de vous en parler, donc les voici. Il n'y a pas du tout d'ordre pour ces livres là, j'ai même pas particulièrement d'ordre chronologique, je vais y aller un petit peu comme ça vient. Je commence avec un livre dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, donc je vais pas non plus m'épancher, je vous remettrai la vidéo juste ici. Il s'agit de Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes de Titu Lecoq, publié chez l'Iconoclaste. C'est donc de la non-fiction, c'est un essai dans lequel Titu Lecoq retrace, à travers un personnage fictif qu'elle a appelé Gwendoline, toute la vie d'une femme et comment elle subit des discriminations financières à chaque fois, quand on est enfant avec les jouets, avec ensuite l'argent de poche quand on est ado, les sorties, les cosmétiques, les choses comme ça, les protection hygiénique, puis ensuite dans le monde du travail, puis dans le monde marital, le monde parental, avec quelques petites insertions historiques, quelques petites insertions sociologiques, des enquêtes, des chiffres, des statistiques, des personnes interviewées. C'était un livre hyper intéressant et hyper important à lire. Pour moi, c'est d'intérêt public de le lire. Vraiment, que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous soyez une femme ou un homme, ça permet vraiment d'avoir une vision plus claire sur l'argent et le fait que l'argent c'est hyper politique. On continue avec la non-fiction, comme ça on finit tout d'un coup. J'ai lu Mythos de Stephen Fry chez Calman Levy, qui est donc Stephen Fry, c'est un auteur anglais qui est aussi humoriste si je me trompe pas, et ça se ressent dans son écrit. Et donc dans Mythos, qui est le premier tome d'une trilogie, après on a Heroes et après on a Troy. Alors je dis trilogie mais vous pouvez très bien lire tout indépendamment, hein, c'est pas de la fiction. Il va nous retracer les mythes grecs, les mythes fondateurs de la mythologie grecque, avec beaucoup d'humour et beaucoup de modernité, en critiquant parfois certains comportements des dieux, en critiquant parfois certaines manières de raconter une histoire ou de mettre en avant un personnage plutôt qu'un autre. Il y a beaucoup de petites notes de bad bâche qui sont très très drôles, très piquantes et très modernes. Du coup c'est un livre trop bien quand on aime la mythologie grecque, mais qu'en même temps on en a un petit peu marre des récits très sexistes et très connotés hommes forts et hommes blancs. Donc voilà, c'est bien parce que il nous montre quand même son amour de cette mythologie, de cette culture-là et de ces moments de l'histoire-là, mais d'un autre côté, en même temps, il met quand même un petit peu les points sur les i sur ce qui est pas normal et sur ce qui est plus du tout actuel. Donc c'était vraiment très très chouette à lire. J'espère que Heroes va être traduit assez rapidement parce que j'ai très hâte de le découvrir aussi. Toujours de la non-fiction, un bref instant de splendeur de Ocean Vuong qui est ici chez Folio, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je l'ai lu dans un vlog que je vous mettrai juste ici, je vais y arriver un jour. Du coup, c'est Ocean Vuong qui est américain d'origine vietnamienne, qui écrit une lettre ouverte à sa maman qui est vietnamienne et qui est venue vivre aux États-Unis ensuite avec lui, et qui ne lit pas l'anglais. Et donc il écrit cette lettre en ayant tout à fait conscience qu'elle la lira jamais. Et donc il lui parle de tout, de ce que ça a été de grandir avec elle et avec ce qu'il lui restait de traumatisme de la guerre, la violence que parfois elle pouvait avoir envers lui, ce que c'était de grandir aux États-Unis en tant qu'enfant racisé et plus tard en tant que jeune homme homosexuel, puisque du coup il nous parle aussi de son identité sexuelle et de comment ça l'a impacté dans sa vie, dans son rapport à sa famille et aux autres et à son pays. Et c'était un livre que je trouvais hyper touchant et très très beau. Il y avait plein de phrases vraiment très belles qu'on a envie de décrire dans un carnet et de relire encore et encore et encore. Et les thématiques abordées me parlent pas du tout, mais m'ont beaucoup touchée. Alors je pense que si c'est des thématiques qui en plus vous parlent, ça peut être vraiment très bouleversant. Je sais pas du tout. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée et c'est très très beau. La traduction est très bien faite en plus, donc vraiment génialissime. On enchaîne avec le seul livre jeunesse, je crois, c'est Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos chez les éditions Rivka, qui est un livre un petit peu étrange puisque donc il y a des petits dessins et il y a des moments où le texte rejoint ce qui est raconté en fait, le fond rejoint la forme, et j'adore quand les livres font ça, je trouve ça vraiment génial. Il y a une collection des moutons électriques, la bibliothèque dessinée, qui fait beaucoup ça et j'aime beaucoup. Donc voilà, déjà il y a des dessins, mais au-delà des dessins, il y a vraiment le texte qui prend une forme, qui prend vie pour raconter l'histoire en plus, et ça c'était vraiment trop chouette. Pour moi c'est un livre qui a 3 dimensions, parce que bon, il y a l'histoire, il y a le fait que les dessins et le texte s'animent
mime un petit peu pour aider à raconter l'histoire. Et il y a le fait que l'autrice aussi, elle a beaucoup joué sur les mots, sur la linguistique, sur la grammaire pour créer son univers. Donc pour moi, il y a vraiment 3 manières de découvrir le livre et 3... c'est vraiment un support intermédiaire, on va dire. J'avais un cours à un moment donné à la fac sur des supports qui croisaient plusieurs médias et ça aurait été un très bon exemple, je trouve. Et j'ai voulu vraiment le mettre dedans parce que l'histoire, elle est plutôt simple. On suit Prospérine, je me souviens plus son nom alors qu'il est littéralement dans le titre. On suit Prospérine dans son petit village de à demi-mot qui vit sa petite vie tranquille de fleuriste et un jour elle retrouve l'un de ses voisins mort dans son magasin. Donc ça va l'amener à se poser beaucoup de questions et à réveiller beaucoup de questions qui devraient pas être posées, qui vont faire qu'elle va être un peu dans le beau drap. Elle va être suivie dans cette aventure par son frère et par ce monsieur qui est un peu snob et tout. Ça va les mener jusqu'à la capitale et ça va les mener dans plein de petites aventures. Le livre est hyper touchant, l'intrigue est très prenante et très touchante, hyper choupi et tout. Mais au-delà de ça, c'est très drôle parce que l'autrice, elle joue vraiment sur les mots et leur signification, sur les classes grammaticales, sur les lettres, sur la grammaire, la linguistique, la syntaxe, et c'est trop drôle, vraiment, c'est trop drôle. En plus, moi j'adore le français, la linguistique, la syntaxique, les corrections, la grammaire, tout ça, c'est trop mon délire. Du coup, ça m'a vraiment trop parlé et trop fait rigoler. Et je pense que sans que la linguistique soit votre passion, vous pouvez vraiment prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre. Ensuite, Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, chez Folio SF. C'est un livre qui a gagné un concours, je crois, enfin l'autrice a gagné un concours et donc c'est comme ça qu'elle a été publiée pour les je sais plus de combien de temps de Folio SF. Et l'histoire, c'est dur à résumer. On est sur une petite île qui se trouve au milieu du monde et un jour il y a, je sais plus comment ils appellent ça, mais un grand chamboulement, une grande catastrophe et ils sont coupés du reste du monde et ils sont persuadés d'être les seuls survivants. Et en fait un jour il y a un bateau de pirates qui débarque du coup d'un autre endroit du monde, donc a priori c'était pas les derniers survivants, et eux ils étaient persuadés que cette île avait disparu, qu'elle existait plus. Et donc les deux vont un peu entrer en conflit et cette île elle est très régie par des règles un peu étranges avec un espèce de roi serpent, la main qui est une entité qui gère les naissances, les morts, etc. pour pas qu'il y ait trop de gens sur l'île par rapport à ce qu'on peut gérer en ressources. Du coup on suit plusieurs personnages différents qui vivent à travers ces différents événements. Donc on a une pirate, on a la main, on a un marchand et on a un autre personnage je crois mais je m'en souviens plus. Et c'était très intéressant d'avoir ces différents points de vue sur cette île pour vraiment la comprendre dans son ensemble. Je trouvais que l'écriture était très chouette dans le livre parce que c'est bien écrit et c'est écrit c'est une écriture qui me plaisait beaucoup où il y avait de l'action mais c'était pas entièrement basé sur l'action. Il y avait aussi beaucoup de combats intérieurs. Les personnages étaient ni tout blanc ni tout noir. Ils avaient vraiment... ils faisaient des choix qui étaient très réalistes, si tant est qu'on puisse parler de réalisme, mais qui étaient très réalistes. Et à côté, il y avait des moments où on se disait ok, ce personnage-là, je m'y attache beaucoup, et la minute d'après, il fait un choix qu'on comprend pas trop. Enfin, on le comprend dans son contexte à lui, je trouve en tout cas. Mais on se dit ok, bah ça fait que c'est plus forcément mon personnage préféré. Et ce qui faisait qu'on pouvait s'attacher à tous les personnages à un moment donné ou à un autre, parce qu'il y avait toujours un moment où la roue tournait, sans vouloir avoir l'air cliché avec mon expression, mais voilà. J'ai trouvé que l'univers était très chouette. Pour ma part, je l'ai trouvé assez abouti, et pour le reste de ce qui était pas exploré, et ben je me disais libre cours à l'imagination. Maintenant, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait un tome 2 ou qu'il y ait quelques pages en plus ou quoi, parce que l'univers est vraiment chouette et je pense qu'on peut continuer à en faire des choses chouettes, mais pour moi, ça se suffisait assez bien là, comme c'était. Une très belle histoire qui était bien ficelée du début à la fin, qui était bien construite. Moi, ça m'a vraiment trop plu, la construction et la manière de mettre en place l'univers et les différents personnages. Ça m'a vraiment parlé, j'ai hâte de voir ce que l'autrice va nous faire d'autre. Ensuite, j'ai lu La planète des poupées de Christine Renard chez L'Apprenti, dont je vous ai déjà parlé aussi. Donc je vous remettrai la vidéo dans le petit i, mais globalement c'est de la science-fiction. C'est très court, c'est un classique, un vieux livre qui a été réédité, je crois que ça date des années 1960, et on suit 4 chercheurs, un psychologue, une sociologue, un géologue, je sais plus trop, je crois qu'ils sont que 3 en fait, qui vont débarquer sur cette planète qui a été colonisée par la Terre il y a quelques temps, et donc en gros ils veulent voir comment ça a évolué les choses, comment les gens vivent, quels sont un peu les rituels, quelles sont les manières de vivre en société, etc. Et très vite ils vont découvrir la présence de poupées à l'effigie de femmes non mariées de la ville et comprendre qu'en fait elles représentent les femmes célibataires et qu'il y a un espèce de contrat, quand tu veux épouser la femme tu prends la poupée, et une espèce de mariage à 3 un peu chelou. Et donc
il y a pas mal de questions autour de ces poupées, qui elles sont, à quoi elles servent, et j'ai trouvé que les questionnements étaient très intéressants. Le livre est hyper... Alors soit le livre est très moderne, soit aujourd'hui on n'a pas beaucoup avancé depuis les années 60. Je pense que malheureusement c'est plutôt ça, mais que le livre devait déjà être pas mal moderne pour les années 1960. Et j'aime beaucoup la manière d'écrire de l'autrice. On est dans la tête d'une femme qui est le personnage principal. Elle est psychologue ou sociologue, je sais plus. Déjà la dernière fois quand je vous en ai parlé, j'ai bugué pendant 10 ans, mais bref. Et sa manière d'écrire est très belle, très touchante. Il y a un petit peu de poésie. On a un petit peu envie de vivre sur cette planète. Elle a l'air très très belle. C'est très bucolique. Les paysages, on a les lunes, on a le soleil, on a des très très belles couleurs. Après, il y a aussi un petit peu plus d'action qui nous permettent de rester accrochés au livre. Mais c'est très court, ça se lit très très vite. Et c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très chouette parce qu'elle abordait des points hyper importants, qu'elle les abordait bien. Et quelque part, j'ai trouvé que c'était original. Toujours dans de la science-fiction, La chute de Collie, donc troisième et dernier tome de la saga des remparts par M.R. Carré chez La Talente, que j'ai lu cette année. Je crois que j'ai tout lu cette année. C'est fou, hein. Autant les sagas je galère, autant celle-là je l'ai lu en un an. Donc trop bien. Déjà, ce qui m'a simplifié la tâche, c'est que tout est sorti assez rapidement avec 2 ou 3 mois d'intervalle. Donc c'était assez facile de rester accroché, de se souvenir de ce qui se passait et tout, parce que les sagas où il y a 2 ou 3 ans entre chaque tome, j'ai plus tendance à oublier, à plus avoir envie, à perdre de l'intérêt ou quoi. Et je vous en ai déjà parlé dans un vlog parce que j'ai fait un vlog entier où je le terminais. C'est hyper bienveillant dans la façon de créer les personnages. L'univers est hyper chouette, hyper original. Les questions sont super modernes. Et ce dernier tome, il était incroyable. Vraiment génialissime. J'en parlerai pas plus parce que du coup j'en parle assez dans ma vidéo que je vous laisse aller voir. Trop génial, c'est une de mes sagas préf. Ensuite, Le Livre Jaune de Michael Rock, publié chez les éditions Mu. Un tout petit livre, trop bizarre, vraiment. Il était what the fuck de fou. J'aurais vraiment du mal à vous le résumer. Mais apparemment, c'est très inspiré de Lovecraft, que j'ai également découvert cette année, Lovecraft. Mais du coup, comme j'ai pas encore tout lu de lui, je ne saurais vous en dire plus. Mais donc l'auteur m'a dit que c'était inspiré de Lovecraft. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré surtout, c'est que c'est une écriture qui est très touchante et qui est hyper poétique. Mais par contre, c'est hyper what the fuck. J'aurais vraiment du mal à vous le résumer parce que j'avais presque l'impression que tout était très rêvé et qu'il n'y avait pas J'ai du mal à en parler, vraiment j'ai du mal à en parler. C'était très bizarre, très onirique, très abstrait aussi. Mais en même temps, ça dégageait des images et des ambiances qui étaient très belles et très prenantes et très immersives. Presque un peu brutales par moments, un peu frappantes. Donc vraiment j'ai adoré. En même temps j'ai du mal à dire pourquoi et j'ai du mal à en parler. Et j'ai très envie de découvrir d'autres livres de l'auteur. Je sais pas si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai notamment envie de découvrir moi Peter Pan, où du coup il parle de Peter Pan. Là du coup il parle d'un personnage de Lovecraft, mais vraiment je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais j'ai très envie de le relire parce que c'était vraiment très bien, c'est très beau, c'était waouh. Et enfin le dernier livre qui est le dernier livre que j'ai lu en 2022. Il s'agit de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, publié chez Kanbouraki et que j'ai abîmé, oups, que mon copain m'a offert à Noël. C'est un roman d'anticipation où on vit dans un pays où ils ont complètement fermé les frontières et d'après eux plus personne ne peut vivre à l'extérieur puisque on est très limité en ressources, on est très limité en eau potable, en terre fertile et il faut en même temps repeupler la nation et donc les hommes et les femmes doivent très rapidement se mettre en paire, faire des enfants avant 25 ans. Du coup les hommes et les femmes sont astreints à des tests, à des rendez-vous médicaux, psy, gyné, etc., etc. Donc évidemment je vous le donne en mille, hein, mais ne pas être hétérosexuel c'est très mal vu et donc c'est obligatoire d'être en paire avec quelqu'un du sexe opposé et de faire des enfants. Et sinon voilà, les hommes doivent partir à la guerre. Il y a tout ce truc très patriarcal, très hétéronormé et très vieillot. Et on suit plusieurs personnages, c'est un roman choral. On a une femme qui voulait absolument un enfant mais qui s'en foutait d'avoir un père, elle voulait vraiment juste être mère en fait. Donc c'est hyper intéressant son combat pour être mère célibataire. On a une femme qui ne veut pas du tout d'enfant, c'est hyper bienveillant comme livre, hyper touchant et en même temps hyper frappant, hyper incisif, hyper réaliste malheureusement et hyper actuel. Et l'autrice écrit trop bien, vraiment c'était hyper poétique, hyper beau, hyper sensuel par moments. Vraiment je le recommande de ouf. Ça se lit super vite. Il y a eu un moment au milieu où je me suis un peu plus ennuyée parce que tout était en place et c'était un peu plus la routine pour nous montrer un petit peu la
routine des personnages. Mais après, la troisième partie du livre est vraiment géniale, c'est hyper pétant, ça n'arrête pas, c'est hyper beau et il y a plein de sujets de réflexion hyper forts qui sont abordés et qui sont amenés. Donc j'ai trouvé que c'était un livre en même temps fort et frappant et en même temps où il y avait beaucoup d'espoir dedans et beaucoup de bienveillance, de chaleur, de sororité, de fraternité, d'adelphité en fait, tout simplement. Donc c'était vraiment très chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire si l'un de ces livres vous tente ou vous a plu, si jamais vous l'avez déjà lu, et n'hésitez pas à me faire part de certaines de vos lectures marquantes de 2022, vous aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.